Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue sur Lux Radio à Casablanca, le 99.2, à Rabat, le 105.4, avec ou sans parure, votre émission de débat politique s'intéresse cet après-midi à la Fed, la réserve fédérale américaine, la banque centrale du pays. C'est assurément une institution puissante aux États-Unis, mais aussi partout à travers le monde. Ses ramifications sont telles que toute décision de la banque centrale américaine est scrutée par les observateurs économiques partout à travers la planète. Nous avons intitulé cette émission La Fed, une banque centrale au pouvoir illimité avec un point d'interrogation. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire. Les finances et les relations économiques internationales comptent parmi vos thèmes de prédilection. Lauréat de l'université Hassan II de Casablanca et d'HEC Paris. Vous démarrez votre carrière dans les assurances avant de vous intéresser à la stratégie financière. Bonjour Nabil Adel. Bonjour. Et puis à vos côtés, Omar Fassal, vous êtes analyste financier des marchés internationaux. Vous êtes diplômé en ingénierie financière et en analyse du monde contemporain. Chroniqueur et écrivain, vous publiez votre premier livre, Tout savoir sur la finance. C'était en 2013 aux éditions Liber. Cette saison, vous démarrez en tant que professeur de finance à l'ISCAE. Bonjour Omar Fassal, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour. Et puis avec nous également Mohamed Khanchi, vous êtes professeur à l'Université internationale de Rabat, vous êtes docteur en économie et vous êtes penché sur l'analyse du modèle industriel américain. Vous avez monté et dirigé le Master Commerce international et économie appliquée. Vous avez également participé à la création du pôle sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, dont vous étiez le directeur pédagogique. Bonjour et merci d'être avec nous, Mohamed Khanchi. Bonjour. Tout de suite l'édito, on se retrouve juste après pour vos réactions, messieurs. Depuis quelques jours, c'est l'effervescence dans les marchés financiers mondiaux. En cause, la décision de la Fed de ne pas augmenter ses taux d'intérêt qui restent à un niveau historiquement bas, soit 0%, et ce malgré la santé globalement bonne de l'économie américaine. Augmenter le taux d'intérêt aurait été un signe de confiance, mais la Fed craint pour l'économie américaine, à cause notamment de perspectives à l'étranger jugées incertaines, surtout en Chine. Des perspectives qui limiteraient l'activité aux États-Unis et exerceraient une pression à la baisse sur l'inflation à moyen terme. Les marchés réagissent mal, notamment en Europe, et les observateurs de par le monde se posent la question de savoir si, au fond, la Fed n'était pas que la banque centrale des États-Unis, mais la banque centrale du monde, tant le monde reste suspendu aux décisions de la Réserve fédérale américaine. Mais qu'est-ce donc que cette Fed qui fait trembler les marchés financiers et les plonge dans le brouillard ? La Fed est présidée depuis 2013 par une femme, Janet Yellen. Elle a 3 objectifs: le plein emploi, la stabilité des prix et la modération des taux d'intérêt à long terme. Elle supervise et régule le système bancaire, maintient la stabilité du système financier et offre des prestations financières aux organismes de dépôt, au gouvernement fédéral et aux institutions financières étrangères. La Fed stocke l'argent, l'évalue, le dévalue, le réévalue, le stabilise, le prête, l'achète et le rentabilise. De l'argent, mais pas que, puisque la Fed abrite aussi près d'un quart des réserves d'or mondiales. C'est la Fed qui décide de la politique monétaire américaine tout en étant indépendante vis-à-vis du gouvernement. Une indépendance qui lui est assurée par son statut d'institution fédérale. La Fed décidant de la politique monétaire de la première locomotive de l'économie mondiale, elle peut se targuer de décider ainsi indirectement de la politique monétaire mondiale. Économistes, financiers, politiques, décideurs à travers le monde, tous savaient et ont encore les yeux et les oreilles rivés sur la Fed, ses orientations, ses décisions, ses certitudes et ses inquiétudes. Ceux qui espéraient la fin de la politique du taux zéro aux États-Unis ont dû reporter leur espoir à plus tard en interprétant la décision de la Fed chacun à sa manière et en tirant chacun ses propres conclusions. Mais si les attentes des marchés sont connues, malin celui qui saura dire avec certitude les vraies motivations de la Fed. Quelle politique monétaire tient la Fed et comment fait-elle pour contrôler le monde ? C'est notre débat cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec Ou sans parure. le débat est ouvert. Omar Fassal, je rappelle que vous êtes analyste financier des marchés internationaux. Réaction à l'édito. Comme l'a très bien dit l'édito, la conjoncture américaine n'est pas bonne, elle est globalement bonne. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 indicateurs qui ne sont pas bons, notamment l'inflation. C'est ça qui fait que la Réserve fédérale n'a pas voulu augmenter son taux directeur immédiatement, même si on pensait très sincèrement qu'elle allait le faire en juin,
puis elle a retardé ça au mois de septembre, et puis là, elle ne le fait pas en septembre, et la majorité des gens disent que ça va arriver d'ici la fin de l'année, si ce n'est le début de l'année prochaine. Donc il y a cette problématique de l'inflation, et puis il y a la seconde problématique qui est aussi très juste, c'est-à-dire qu'elle a tenu compte des développements du contexte international. Et c'est quelque chose. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est quelque chose d'important parce que historiquement, on a souvent reproché à la Réserve fédérale de ne pas ménager les autres pays qui sont dépendants de sa politique monétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013, en mai 2013 exactement, lorsque Bernanke, qui était encore président avant Janet Yellen, avait parlé de tapering. Le tapering, c'est-à-dire que la Réserve fédérale, dans le cadre de son 3e quantitative easing, acheter chaque mois une certaine quantité de titres financiers. Puis à un moment donné, pour mettre un terme à cette politique d'une façon souple, on a commencé à baisser ce niveau-là d'achat mensuel petit à petit par 10 milliards en moyenne à chaque comité, jusqu'à faire en sorte que ça disparaisse à la fin de l'année. Quand il a fait ça, il y a eu beaucoup de flux sortant des pays émergents. Et donc il y a eu des dévaluations des monnaies très importantes chez les pays émergents. Et il y avait beaucoup de banquiers centraux, notamment le gouverneur de la Banque centrale indienne, qui s'en était pris directement à Ben Bernanke et à ses retombées. Donc oui, c'est une nouveauté de voir la Réserve fédérale, dans ce contexte particulier, s'attacher à la dimension internationale de ces décisions. Mohamed Ranchi, docteur en économie et professeur à l'Université internationale de Rabat, réaction à l'édito. L'édito en lui-même me semble tout à fait... Alors rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Bon cadrage. Simplement, peut-être, ça peut être un élément de débat dans l'édito. Il est fait mention du fait que les taux d'intérêt, notamment à long terme, sont un objectif. Non, les taux d'intérêt sont un instrument. Dans toute politique monétaire, nous avons ce qu'on appelle les variables instrumentales et les variables objectifs. C'est-à-dire, on y reviendra, mais avant de revenir aux instruments qu'utilisent les politiques monétaires et notamment les banques centrales, il faut rappeler à nos auditeurs, pour clarifier un peu le débat, que la banque n'est pas faite pour gérer les dépôts ou les avoirs des gens. Elle est faite pour faire des crédits. Et quand elle fait des crédits, elle crée, comme on dit, de la monnaie à partir de rien. Ex nihilo. Ex nihilo. Ça, c'est un peu mystérieux. Mais comme nous avons des systèmes bancaires pluralistes, il y a plusieurs banques, il faut un gendarme. Et ce gendarme, c'est la Banque centrale. Donc le rôle de toute banque centrale à travers le monde, que ce soit au Maroc, la Fed ou ailleurs, c'est d'être un peu l'arbitre sur le terrain là où jouent les joueurs. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il se trouve que les États-Unis, de par à la fois leur taille économique et l'usage qui est fait au niveau international de leur monnaie en termes de facturation utilisée par les autres pays, cette banque joue un rôle à la fois national et international. Jusqu'au milieu des années 80, on pourra dire que la Banque centrale américaine, avec des bémols par-ci par-là, en tenant compte des majorités qui sont au pouvoir, elle a amené ce qu'on appelle une politique de négligence, neglect policy, où donc le reste du monde, elles s'en moquaient un petit peu, si je puis dire trivialement, pour se concentrer sur les problèmes américans. Ceci étant dit, je pense qu'on y reviendra. Un élément supplémentaire qui était prononcé dans l'édito et qui est sujet à débat, et je pense que nous en débattrons, parce que c'est un élément très sensible, c'est de dire que la Fed est indépendante. La Fed, elle est pilotée par essentiellement donc le bureau des gouverneurs, le Board of Governors, qui sont nommés par le président des États-Unis. Et Mais qui les paye Pardon ? Qui les paye, ces gens ? On reviendra à cette rémunération par la suite. Il me semble pas être le plus fondamental, parce que en général, c'est des gens en fin de carrière qui ont déjà une bonne fortune derrière. Je termine simplement. Que non seulement le président des États-Unis nomme cette personne, mais en plus, de façon discrétionnaire, il peut en débarquer un ou plusieurs quand il veut, sans avoir à se justifier. Et ça, c'est fondamental, parce que je retiens toujours une phrase de François Mitterrand, à qui on a posé la question, selon vous, Président, comment définir le pouvoir ? Il dit: le pouvoir, c'est la capacité de nommer et donc de dénommer. Très bien. Entre guillemets. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire, réaction à l'édito. Bon, il y a
Il y a deux points dans l'édito qui méritent d'être relevés. Alors d'abord, la décision à court terme. La décision à court terme, il ne faut pas l'isoler d'un cadre plus global. C'est qu'il y a quelques semaines, tout le monde a tremblé à la crise chinoise, quand les bourses se sont effondrées et donc les perspectives de croissance de l'économie chinoise ont fait trembler tout le monde. Et donc, augmenter les taux d'intérêt à ce moment-là reviendrait à mettre en danger la convalescence un peu fragile de l'économie américaine. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année électorale aux États-Unis et il est utile de rappeler que l'actuel président de la Fed est une démocrate et donc il ne voudrait pas jouer un mauvais jeu à son propre camp. Donc à ce niveau-là, si on avait augmenté les taux d'intérêt américains, on aurait envoyé un mauvais signal au marché, c'est-à-dire que là, on allait faire rentrer le monde dans une récession. Or, aujourd'hui... Là, on ne prend pas un risque, par exemple, pour les États-Unis eux-mêmes. Non, au contraire. C'est-à-dire que l'économie est bonne, à l'intérieur du pays, tout justifié qu'on relève finalement ces taux. On ne le fait pas parce que la conjoncture internationale, mais quel est l'impact sur les États-Unis? Non, mais l'impact sur les est bon. Parce que maintenir... Ce qu'il faut savoir pour expliquer à nos auditeurs, d'une manière plutôt schématique, augmenter les taux d'intérêt équivaut à ralentir la croissance. Et baisser les taux d'intérêt équivaut à maîtriser l'inflation. Non, plutôt, c'est l'inverse. Voilà, baisser le taux d'intérêt, c'est la croissance, et les augmenter, c'est la maîtrise de l'inflation. Donc, si on augmente les taux d'intérêt, on va avoir un impact sur la croissance, mais on va maîtriser l'inflation. Or, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de maintenir l'économie américaine dans sa dynamique de croissance, qui est une carte fondamentale pour les démocrates dans leur recherche d'un troisième mandat consécutif. Alors maintenant, le deuxième élément qui a retenu mon attention, c'est la démystification de cette Fed. Alors la démystification de cette Fed, on lui attribue souvent des pouvoirs surnaturels. Très élargis. Très élargis. Et c'est lié à la puissance de l'économie américaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que si on n'avait pas une économie très puissante, elle est de moins en moins, mais elle est très puissante, on n'aurait pas parlé de la Fed avec autant de mystères. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler du premier PIB mondial jusqu'à il y a un an ou deux. Le dollar, c'est 71% des échanges internationaux. Les premiers importateurs, première destination des investissements étrangers, troisième exportateur, troisième pays touristique. Sur les 100 premières entreprises mondiales, 31 sont américaines. Les universités américaines dominent par leur classement et donc c'est elles qui forment les élites mondiales. Les États-Unis contrôlent dans les faits toutes les institutions internationales, qu'il s'agisse de l'ONU et des institutions financières internationales. Donc cette puissance de l'économie américaine, c'est ce qui justifie à peu près toutes les idées qu'on se fait sur sa banque centrale. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le titre. Omar Fassal, depuis jeudi dernier, donc 17 septembre, on le sait, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a décidé de ne pas relever ses taux directeurs au plancher depuis pratiquement maintenant 6 ans. Quelles conséquences cette décision va-t-elle avoir sur les États-Unis et sur le reste du monde? C'est clairement bon pour la croissance américaine puisque ça évite d'avoir un frein supplémentaire. C'est bon pour les pays émergents auxquels on donne un peu plus de temps pour constituer des réserves de change, éviter une crise de la balance des paiements une fois que les taux seront relevés. Donc les pays émergents ont un peu plus de temps pour s'y préparer. Il faut voir que leurs réserves de change ont quand même beaucoup augmenté, surtout depuis ce qui s'est passé en mai 2013. L'année dernière, elles ont pris leurs précautions. Il y a plusieurs pays émergents, notamment le Mexique par exemple, la Pologne. Vous avez comme ça quelques exemples de pays émergents qui ont augmenté leur taux directeur, quitte à baisser leur croissance, mais pour se préparer à une éventuelle fuite des capitaux. Donc les pays émergents se sont déjà préparés, ils continuent de se préparer. Après, il faut voir au cas par cas. Il y a des pays comme la Turquie, par exemple, qui restent quand même fragiles avec des niveaux de réserve de change qui sont très bas, qui s'approche des 3-4 mois de couverture des importations, ce qui est le seuil fatidique. Mais donc c'est bon pour l'économie émergente, c'est bon pour l'économie mondiale, on dira d'une façon générale, puisque le FMI a demandé, il y a eu beaucoup de pression en fin de compte sur la Réserve fédérale. C'est pas une décision, bon, je ne sais pas est-ce que ça a impacté, est-ce que ça a touché le Conseil des 7 gouverneurs, mais il y a eu beaucoup de pression, c'est-à-dire que tout le monde s'est engagé pour demander à la Réserve fédérale de ne pas augmenter son taux directeur. Le Fonds monétaire l'a fait, la Banque mondiale l'a fait, le président de Goldman Sachs l'a fait, Larry Summers, un économiste très reconnu, l'a fait. Donc il y a eu tellement d'engagement pour demander à la Réserve fédérale de ne pas augmenter son taux directeur que après on ne sait pas si elle a vraiment pris en compte ces considérations-là ou pas. Mais il s'agit en tout état de cause
d'un délai supplémentaire. Mais jusqu'à quand, justement, jusqu'à quand est-ce que les États-Unis vont être patients, j'ai envie de dire? Et la Fed va être patiente, en particulier. Ils vont être patients, à mon avis, jusqu'au moment où il commence à y avoir de l'inflation. Aujourd'hui, on est dans un contexte où, lorsque vous prenez l'inflation globale, l'indice d'évolution des prix, il y a l'impact des matières premières et de l'énergie qui a fait que ça a baissé. Si vous prenez l'inflation sous-jacente, lorsqu'on élimine les produits volatiles comme les produits agricoles et les produits énergétiques, on se rend compte que même sur cette inflation-là, on est à des taux qui sont de l'ordre de 1%, qui sont encore insuffisants par rapport aux 2% qui sont visés par la Réserve fédérale. Donc jusqu'à quand, à mon avis, si Janet Yellen était assise et que l'inflation américaine était bonne et qu'il y avait ce risque-là sur la croissance mondiale, je pense qu'elle serait passée de force et qu'elle aurait augmenté son taux directeur. Et à mon avis, c'est plus l'inflation qui l'a freiné, je pense, que le reste. C'est-à-dire que les États-Unis font peut-être attention dans leur politique monétaire au reste du monde, mais chaque pays mène sa politique monétaire surtout en prenant en compte des facteurs nationaux qui privilégie le développement du pays. Et donc, je pense que on va attendre jusqu'au moment où on aura une reprise de l'inflation. C'est le moment clé, à mon avis. Nabila Adel, vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait, je la partage. Tant que l'inflation est à des niveaux raisonnables, il n'y a pas de raison qu'on relève les taux d'intérêt. Au contraire, on va jouer un mauvais tour à l'économie. La crainte maintenant dans l'environnement international, la crainte c'est plus la déflation, notamment dans la zone euro, mais qui est susceptible d'être transmise même aux États-Unis compte tenu de l'intensité des flux financiers entre les deux continents. Deux aspects complémentaires par rapport à ce que vient de dire Faisal, c'est le premier, l'un des indicateurs in fine que la Banque centrale a le devoir de regarder, c'est le taux de l'emploi. On considère donc, quand ça tourne autour de 5%, que la situation commence à se stabiliser, voire même qu'on n'est pas très loin de ce qu'on appelle le plein emploi, qui est un des objectifs de la Banque centrale américaine, du moins du système de réserve des banques centrales. Il y a un bémol par rapport à cet indicateur, c'est que ce taux d'emploi ne reflète pas réellement la situation du marché du travail américain. On suppose que beaucoup de gens aux États-Unis renoncent à se déclarer en recherche d'emploi parce que il y a N raisons à cela, c'est parce qu'ils sont hors circuit, parce qu'ils ont des activités alternatives, etc. Et donc on pense implicitement que le taux est un peu plus élevé que ça. L'indicateur ne reflète pas concrètement la réalité que vivent les Américains, notamment les moins qualifiés d'entre eux. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect qui est un peu un changement radical dans l'attitude de la Fed à notre époque, mais je pense que ça va aller en s'accentuant cet aspect-là, c'est que malgré tout, je pense que les autorités américaines à tous les niveaux prennent conscience, notamment au niveau des démocrates, qu'ils ont une certaine responsabilité internationale. Et le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça nous ramènerait vers les années 70, les années 80, où les États-Unis asséchaient littéralement l'épargne mondiale. Dans ce cas-là, plus vous élevez les taux américains, plus le pétromonarchie, les oligarques russes, etc. et tout vont drainer leur fonds vers les États-Unis. Juste un dernier élément, c'est un politologue allemand qui m'a fait penser à ça. Il a créé un concept original qu'il appelle la chimérique. La chimérique, donc c'est la Chine et l'Amérique. J'allais dire en symbiose, et notamment pour la dimension économique, ils sont en symbiose sur le fait que la Chine réalise des excédents commerciaux faramineux, et une partie de ces excédents, donc facturés en dollars, sont replacés aux États-Unis via l'achat de bons du Trésor américain. Alors, donc, tant que cette mécanique-là joue, les États-Unis ont intérêt à prendre en compte la conjoncture chinoise elle-même. C'est un jeu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, si je puis dire. Laisse-moi faire l'expansion commerciale. C'est pas dangereux ça pour l'économie américaine d'être. Est-ce que c'est pas dangereux finalement pour l'économie américaine de rentrer dans ce style j'allais pas dire, enfin c'est pas marchandage, mais en tout cas dans ce style de rapport avec la Chine et avec le reste du monde?
C'est pas dangereux, c'est même positif pour eux, égoïstement parlant, parce que je vais faire un peu de spécialisation là. Donc, comme on dit, la spécialisation dans le commerce international, c'est d'utiliser ces capitaux pour faire ce qu'on sait le mieux faire. Les États-Unis utilisent la Chine comme étant leur usine. Donc, puisque tous les produits de bas de gamme, manufacturés, etc. et tout, ils les achètent en Chine. Pendant ce temps-là, eux réservent leur facteur de production, comme on dit dans le vocabulaire, à des technologies innovantes, à des services de haut niveau. Donc, cette mutuelle spécialisation est profitable aux deux. Mais ce qui est catastrophique dans ce type de couplage, si je puis dire, c'est que le jeu s'arrête. Si un des deux quitte le couple, et le ménage peut casser durablement. Et ça, c'est un aspect qui va jouer énormément, je pense, dans les décisions américaines, pas seulement au niveau monétaire, mais même au niveau du Trésor et d'autres considérations. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire. Clairement, c'est une interdépendance qui est dangereuse, qui est très dangereuse pour l'économie mondiale. C'est que, comme l'a dit le professeur, vous avez aujourd'hui deux pays qui, à eux deux seuls, représentent 50% de la production mondiale. Et ils sont fortement interdépendants. C'est-à-dire que si l'un chute, c'est toute l'économie mondiale qui chute avec. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la décision... Et donc on doit s'inquiéter de ce qui se passe en Chine actuellement. Bien sûr. On doit beaucoup s'inquiéter. C'est pas une crise passagère, non, c'est quelque chose qui risque de s'inscrire dans les durées. La Chine est condamnée à faire du 8% annuellement. Sinon, elle va avoir une armée, enfin, ce sont plusieurs dizaines de millions de chômeurs. Donc, elle est condamnée à faire du 8% annuellement de croissance. Aujourd'hui, ce qui sauve les États-Unis, qui ont une balance commerciale déficitaire vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Allemagne et des principaux industrialisés, c'est qu'elle finance ce déficit par l'afflux des investissements étrangers. Donc, elle est dans cet équilibre. Mais c'est un équilibre qui est très fragile. Et aujourd'hui, l'endettement américain est financé en partie par les Chinois. Eux-mêmes, comme l'a rappelé, qui sont les premiers fournisseurs de l'Amérique. Donc nous sommes dans une interdépendance qui est vraiment dangereuse pour l'économie mondiale. Parce que pour peu que l'un de ces deux pôles, et je le rappelle, les deux réunis totalisent 50% de la richesse mondiale, pour peu que l'un d'entre eux éternue, pour que tout le monde s'enrhume. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il ne faut pas isoler la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés à ce qui s'est passé quelques semaines quand l'économie chinoise a commencé à montrer les premiers signes de ralentissement, pas de baisse, juste de ralentissement. On sait que si c'est comme ça, ben c'est une chaîne que personne ne pourra arrêter. Omar Fassal, les places boursières redoutaient un renchérissement, j'y arrive, du coût de l'argent. La Banque centrale américaine les a entendus et pourtant les places européennes ont décroché juste après l'annonce. Francfort a clôturé en recul, Paris, Londres. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? C'est un repli en fait qui était de quelques pourcents, de 3%. Il faut savoir une chose, c'est que sur les dernières années, la volatilité sur les marchés actions a été très basse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des politiques monétaires très accommodantes et que dans les objectifs de la politique monétaire, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre ou en Europe, on a voulu être très conciliant avec les marchés et les caresser dans le sens du poil. Donc la volatilité était très faible. Aujourd'hui, on repart vers des niveaux de volatilité qui sont historiquement corrects. C'est-à-dire qu'une baisse d'un marché action de 2-3% par jour, c'est quelque chose de rien du tout et la question ne devrait même pas se poser. On ne devrait même pas en discuter. On ne devrait pas en discuter. C'est quelque chose de normal. Voilà, c'est tout à fait normal historiquement. Mais aujourd'hui, les banques centrales ont tellement été complaisantes avec les marchés financiers qu'aujourd'hui, lorsque ça baisse de 2-3%, on vous demande pourquoi est-ce qu'il y a un crash de 2-3%. Ce qui est quand même complètement ironique. Donc j'aimerais juste expliquer un peu, parce que je pense que nous vivons réellement un moment historique, à mon avis, qui sera écrit dans les livres de finance et des livres d'économie dans les années à venir. Jamais de l'histoire de la Banque centrale américaine, il n'y a eu une expansion aussi agressive et aussi rapide de la taille de son bilan. C'est quelque chose d'historique, il faut en prendre compte. C'est-à-dire que depuis qu'elle a démarré ses activités en 1913, 1914, quand ils ont démarré effectivement, ça n'est jamais arrivé. Donc ce moment-là que nous vivons est historique parce qu'à partir de 2008, il y a eu une expansion très importante. Aujourd'hui, la taille du bilan de la Banque centrale américaine, il est de 4,5 trillions, il était de 1 trillion de dollars
au début de la crise, donc il a été multiplié par 4,5 fois. Et donc il y a 2 moments clés, c'est quand on s'engage dans un programme pareil, chose qu'on a vu à partir de 2008, le premier round d'assouplissement, le deuxième, le troisième. Et là, 7 ans plus tard, 7 ans après la crise, on commence à s'approcher d'un dénouement où on va faire le bilan. Où il faut normaliser la politique monétaire et se poser la question de savoir est-ce que tout cet effort-là a réellement servi à quelque chose ou pas. Et quand on regarde vraiment en détail les chiffres, je pense que c'est très révélateur parce qu'il faut expliquer qu'il y a 2 types de monnaie, grosso modo. Il y a ce qu'on appelle la monnaie centrale, il y a la base monétaire qui est créée par une banque centrale et qu'elle met à disposition des banques commerciales. La monnaie fiduciaire, c'est du cash. La monnaie fiduciaire on dira la monnaie centrale. La monnaie fiduciaire est créée par les banques commerciales. D'accord. Les banques on dit la banque de premier rang pour la monnaie centrale et banque de second rang pour Là, on parle de la monnaie créée par les banques de second rang. Donc il y a la monnaie centrale qui est créée par la banque centrale, qu'elle met à disposition des banques commerciales. Puis les banques commerciales prennent cette monnaie-là, la reprêtent à travers du crédit, et là, ça devient de la monnaie commerciale. Donc historiquement, il y avait un lien entre les deux. C'est-à-dire que quand on augmentait la monnaie centrale, quand on donnait aux banques plus de monnaie centrale, elles prêtaient cela à travers du crédit. Et donc il y avait une expansion de la masse monétaire de la monnaie commerciale. Il y avait une expansion du crédit. Depuis 2008, cette relation, elle est cassée. Cette relation, elle n'existe plus. Cette relation, on l'a étudiée dans les livres de finance, elle n'existe plus. Il y a un économiste qui s'est fait un nom dessus, c'est Monsieur Richard Koo, qui travaille chez Nomura, c'est une banque japonaise. Et donc, on se rend compte que cette corrélation-là, elle ne tient plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 4,5 fois plus de monnaie centrale dans l'économie chez les banques qu'on en avait en 2008, mais le crédit n'a pas augmenté de 4,5 fois. Le crédit aujourd'hui, le stock de crédit, si vous prenez tous les crédits commerciaux et les encours de leasing aux États-Unis, ils sont à peine de 15 à 20% supérieurs à ce qu'ils étaient en 2008. C'est-à-dire que toute cette monnaie qui a été créée depuis 7 ans n'a pas été dirigée vers l'économie réelle à travers le crédit. Où est-ce qu'elle est partie ? Elle est partie vers les marchés financiers. Et ça a servi à augmenter le niveau de valorisation. Si vous étiez un investisseur sur les marchés financiers internationaux ces dernières années, malgré le contexte économique très difficile, très morose, les investisseurs se sont très bien portés. On avait des performances à 2 chiffres sur l'ensemble des classes d'actifs qui se sont toutes envolées sur les dernières années. Donc, tout cet effort-là qu'on a fait de création monétaire n'a pas été dirigé dans le bon sens. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'est pas parti dans le bon sens. Et là, 7 ans plus tard, on va commencer à se poser ce genre de questions avec, je pense, des précurseurs comme cet économiste-là pour comprendre quelles sont les erreurs qui ont été faites et quel est le bilan, en fin de compte, de cette expérience qui est inédite dans l'histoire de la Fed. Mohamed Khanchi, docteur en économie et professeur à l'Université internationale de Rabat. Nous avons 3, pour compléter un peu le propos de Faisal, nous avons 3 situations perverses. Vraiment perverses par rapport au fonctionnement normal d'une économie de marché capitaliste. La première chose, et c'est ce que Greenspan appelait savoir fermer le bar, c'est-à-dire que dans des situations exceptionnelles, la Banque centrale injecte de la monnaie centrale dans le circuit. Donc vous parlez de l'ancien président de. Oui, mais c'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle à la fois en Europe et aux États-Unis. On appelle, pour ne pas utiliser les termes techniques, on appelle ça le quantitative easing. Donc le quantitative easing, simplement, pour parler le vocabulaire simple, laxisme monétaire. C'est-à-dire on ouvre les robinets. La machine ou plutôt la planche à billets. On ouvre les robinets, c'est ça. Oui, on peut le symboliser comme ça. On ouvre les robinets, donc ça coule à flot. Le problème, il est où ? Il est dans une situation qui va enclencher le premier système pervers, c'est que les banques commerciales qui normalement bénéficient de ce flot de monnaie doivent le recycler dans l'économie réelle. Est-ce qu'elles ne font pas ? Ou elles ne font pas suffisamment, ou très très peu. Donc elles ne jouent pas leur rôle. Et du coup, on enclenche une deuxième mécanique perverse, notamment en Europe maintenant. C'est-à-dire que la Banque centrale se met à jouer le rôle des banques commerciales. Et c'est encore aggravé aux États-Unis parce que même l'État fédéral, il garantit les crédits au logement.
Donc ça crée artificiellement du prêt direct de banque centrale à acteurs privés, alors que normalement le circuit c'est banque centrale, banque commerciale, ménages et entreprises en bout de chaîne. Ça, c'est donc deuxième perversion. Et troisième perversion, puisque les taux d'intérêt sont très bas, on peut emprunter à un endroit et prêter à un autre. Et du coup, l'ajustement des marchés par la flexibilité des prix ne joue pas à plein, notamment à l'échelle internationale. Et nous sommes vraiment dans une situation historique, face à la raison de le souligner, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a appris, à ce qu'on apprend dans les manuels d'économie. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire, voulait réagir. Oui, justement. Alors maintenant, il faut revenir à l'origine de cette situation. Et l'origine, c'est toute la politique monétaire qui a été prônée par Alan Greenspan pendant son mandat. Bon, il faut savoir qu'à un certain moment, Alan Greenspan était plus médiatisé qu'une star de rock. Il a duré en même temps. Il a duré, et puis il faut voir. Il savait l'utiliser surtout au niveau média. Il faut savoir que ses mémoires ont connu plus de succès qu'une autobiographie d'une star de rock. À un certain moment, il était presque un demi-dieu. Mais après, on a découvert que toute la politique monétaire qu'il avait menée pendant son mandat a conduit d'une manière ou d'une autre à la crise de 2007-2008, parce que c'était la phase de ce qu'on appelait le easy money. L'argent facile. C'est-à-dire que tout le monde pouvait avoir un crédit. Voilà, tout le monde pouvait avoir un crédit. Surtout pour le logement. Et puis il avait ouvert les vannes du crédit en baissant les taux d'intérêt. Bon, ça a expliqué la vigueur de l'économie américaine pendant le mandat de Clinton. Mais ce qui est intéressant, c'est que Greenspan a fait retirer de sa thèse de doctorat de l'université de New York. Il a eu un doctorat en 1987. Et quand on allait chercher sa thèse de doctorat, on ne la trouvait pas. Jusqu'en 2008, où un chercheur va découvrir que cette thèse de doctorat d'État s'appelait une discussion sur l'impact de l'envolée des prix de l'immobilier sur la relance de la consommation. Donc il avait préparé cette bulle immobilière fictive. Avec l'éclatement de la crise en 2008, les gouvernements se sont retrouvés avec un système bancaire à la limite de l'effondrement. Alors ils avaient le choix entre la peste et le choléra. S'ils laissaient s'écrouler le système bancaire, c'est toute l'économie qui part avec. S'ils ne font rien, c'est le remake de 1929. Et c'est là où aujourd'hui on arrive à la situation de chantage qu'exercent les banques sur tous les gouvernements. C'est un chantage. Soit vous nous sauvez en dépit des erreurs que nous avons faites. Mais là, il va falloir peut-être séparer les banques d'investissement des banques de dépôt. Tout le monde, parce que c'est une économie qui vit, comme, pour reprendre l'expression d'Alan Greenspan, dans l'exubérance irrationnelle. Qui fabriquait les produits toxiques, c'est les banques d'investissement, en termes de conception. Et qui les distribuait, c'est les banques commerciales. Non, mais justement, couper le lien entre les banques commerciales. Ça changerait rien. Elles sont trop puissantes pour laisser faire ça. Elles sont trop puissantes. Alors même par la loi, on ne peut pas le faire. Mais écoutez, aujourd'hui, je vais vous donner une citation du baron de Rothschild qui est assez expressive. Qu'est-ce qu'il disait en 1800 et quelques? Il disait: permettez-moi d'émettre et de contrôler les ressources monétaires d'un pays, et je me moque de celui qui rédige les lois. De la démocratie, en gros. Non, parce que c'est très simple. Vous êtes un président élu démocratiquement. Les banques vont vous faire du chantage. Si elles arrêtent le robinet du crédit, surtout qu'elles se sont arrangées pour avoir des banques centrales indépendantes des gouvernements exécutifs, parce qu'il faut savoir que le capital n'est pas la démocratie. Et donc on préfère rester entre soi. Donc vous allez trouver cette aberration suprême que le président des États-Unis n'a aucun droit sur les décisions de la réserve fédérale. Même s'il nomme le président. Même s'il nomme. Et il ne peut Ou pas la présidente, en l'occurrence aujourd'hui. Et il ne peut pas le virer en raison de son opinion, qui est exprimée par une politique.
Alors, nous sommes dans c'est pas ce que nous disait à l'instant Mohamed Ramchi. Non, il peut pas. Le président des États, d'abord, donc la Fed, elle est constituée de 12 personnes. D'accord. 7 sont nommés par le président des États-Unis. 7 sont nommés par le président des États-Unis et avec l'assentiment du Sénat. Par exemple, le Sénat, ça s'est jamais vu historiquement, mais pourrait récuser quelqu'un. Mais pour récuser, il faut argumenter, dire bon, il a une moralité ou il traîne des casseroles pour parler trivialement, etc. Et tout, ça s'est jamais vu. Donc, si 7 personnes qui sont nommées par le président des États-Unis peuvent être débarquées par le même président à n'importe quel moment pendant les 14 ans. Non, mais justement, non, en fait, je termine. Oui. Donc, ces 7 personnes sont nommées pour 14 ans et sont irrévocables par contre normalement. Sauf si le président décide d'en débarquer un. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire. Donc finalement, le président américain a un pouvoir. Non, il n'a pas de pouvoir. Donc vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas d'accord sur ce point, mais aujourd'hui, le président américain ne peut pas débarquer en raison de ses opinions à un président de la Fed. Et ces opinions sont exprimées dans une politique. Et d'ailleurs, revenons à l'histoire, on n'a jamais vu un président des États-Unis débarquer un président de la Fed. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est c'est surréel. Vous avez un président à qui on fait confiance pour l'arme atomique, mais qui ne peut pas contester les décisions de sa banque centrale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où effectivement les banques se sont arrangées d'abord pour avoir un contrôle qui échappe à toute instance démocratiquement élue, et deuxièmement parce qu'elles ont réussi à faire du chantage à ces présidents. Qu'est-ce qu'on a fait pour sortir de la crise? C'est ce que disent ces Khanchi. Donc on a créé de la monnaie. On a injecté des monnaies. Et en 2 semaines, en 2007, on a injecté 300 milliards de dollars. Mais ces 300 milliards de dollars, on ne les avait pas. On les a créés de toutes pièces. Et ces 300 milliards ont permis de sauver les banques parce qu'on les a renflouées, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et donc, ils se sont orientés vers d'autres circuits et d'autres marchés. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, contrairement à tout ce qu'on dit, on cherche à endetter les États. Parce que c'est un moyen de recycler. C'est un moyen de faire de la croissance. Non, et puis surtout de recycler cet excédent de capitaux qu'on a. Et on sait que les États, endettés jusqu'au cou, ne pourront jamais rembourser cette dette. Donc, on a créé une masse monétaire gigantesque à l'échelle internationale. Et qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'équivalent sur l'économie réelle parce que elle n'a augmenté que de 20% le crédit distribué à l'économie réelle versus 3 fois de masse monétaire. Donc cette masse monétaire, où est-ce qu'elle est? Elle est dans les marchés eux-mêmes, dans les marchés financiers. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade dont même Lénine ne rêvait pas quand il parlait d'impérialisme, où c'est la finance qui crée de la finance pour financer la finance. Très bien. Alors, vous n'étiez pas d'accord. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, est-ce que vous êtes plutôt convaincu par les arguments qu'a proposé, ou en tout cas qu'a exposé Nabil Adel, économiste et chroniqueur, Mohamed Ramchi, docteur en économie? Vous allez sur le site d'Internet, c'est polémique, c'est des sites de polémique à tout va là-dessus, sur 2 thèmes essentiels. C'est banque privée et le banque qui n'obéit à aucun pouvoir politique. Vous n'y croyez pas tellement. Ça me semble être une lecture relativement simpliste, voire manichéenne un peu de la réalité américaine. Je ne vois pas les Américains confier des institutions aussi puissantes à des pouvoirs qui ne sont pas contrôlables politiquement. N'oublions pas quand même que c'est la première démocratie du monde si on met de côté l'Inde en termes de population. Mais notre propos, je pense, le plus fondamental aujourd'hui, n'est pas tellement dans cette dialectique privée, pas privée, ou politiquement contrôlée, pas politiquement c'est important contrôlée. Pour comprendre les décisions de la Fed. Tout à fait, c'est important. Mais ce qui est important pour nous en tant qu'économistes, c'est de partir des décisions de la Fed et de voir
quels sont leurs effets structurels sur à la fois l'économie américaine, bien entendu, et sur l'économie mondiale de façon générale. Et donc on essaye d'avancer par rapport à cela. Nous, en tant que Marocains, nous sommes arrimés fondamentalement à l'Union européenne. Et ce qu'on avait espéré, notamment sur les dimensions structurelles, c'est que l'euro puisse potentiellement devenir un concurrent en termes de facturation du dollar, notamment pour la facture énergétique et ce genre de choses. Malheureusement, on est bien loin de ce scénario, c'est presque aujourd'hui impossible. Dans la conjoncture que nous traversons, c'est quasiment impossible. Mais l'espoir était entretenu à une certaine époque. Donc cet aspect-là a disparu malheureusement. Donc nous sommes au milieu du gué. Pour dire vite. Omar Fassal, analyste financier des marchés internationaux. La BCE doit faire quoi à présent, puisqu'on parle de la BCE? Quelle est sa marge de manœuvre? Est-ce qu'elle doit, par exemple, augmenter la taille de son programme de rachat d'obligations? Est-ce que c'est un début de solution? Elle va sûrement le faire. De toute façon, elle s'est engagée dès le départ à faire ce qu'il fallait pour que l'inflation revienne. Et donc, elle avait avancé le chiffre de 1 trillion. Pour augmenter la taille de son bilan d'1 trillion d'euros. Mais en réalité, ce programme est ouvert. Et donc, lors de la dernière conférence de Draghi, il a bien expliqué qu'il se pourrait que ce programme-là soit poursuivi au-delà de ce qui était prévu initialement, tant que l'inflation n'aura pas baissé. Ce que peut faire la BCE est limité et reste limité de toute façon, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi toute cette masse monétaire, donc comme on l'a dit, est partie vers le marché financier. C'est ça qui a fait, à mon avis, que ça n'a pas créé autant d'inflation, parce qu'au départ, quand on avait commencé à parler de ces programmes de quantitative easing, il y avait des simulations, il y avait des scénarios qui disaient si on crée tant de masse monétaire, voilà les taux d'inflation qui vont augmenter, sauf que cette masse monétaire n'est pas allée vers l'économie réelle, donc on ne voit pas son impact direct avec des taux d'hyperinflation, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays émergents ou dans d'autres pays développés, peut-être la France avec le système LO ou des choses en genre par le passé. Donc cette monnaie-là est partie en majorité vers les marchés financiers et malheureusement ce qu'il aurait fallu faire, c'était une relance keynésienne à mon avis en bonne et due forme. C'est-à-dire que Keynes disait il faut faire une relance fiscale et monétaire. Et le problème qu'on a eu un peu moins aux États-Unis, mais plus en Europe, c'est qu'on a fait une relance monétaire, mais on n'a pas fait une relance fiscale immédiatement. C'est-à-dire que dès que la BCE a commencé avec beaucoup de retard à faire son assouplissement, on avait en face des gens qui étaient en train de faire de l'austérité et de couper les déficits. Alors que quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez que l'esprit animal n'est pas là. Et que les banques n'ont pas envie de prêter parce qu'elles ont peur et les agents n'ont pas envie d'emprunter parce qu'eux aussi ne sont pas très confiants, les entreprises ne sont pas confiantes dans leurs projets d'investissement. Donc à ce moment-là, il faut quelqu'un qui s'appelle l'État et qui dit aux banques, la Banque centrale vous a donné de l'argent, moi je suis là pour mener des projets d'infrastructure de A à Z, c'est l'occasion de réformer des infrastructures de pays qui durent très longtemps, je suis là pour financer les PME, pour financer les startups, pour financer tout ce que vous voulez, on peut se mettre d'accord sur un programme. Et donc l'État doit se substituer à ça, sauf qu'en Europe c'est un peu difficile parce qu'il y avait la pérennité de l'euro qui était en question à cause du problème de la dette grecque et problème d'autres pays. Donc ces déficits budgétaires dans ces pays-là devenaient une menace indirectement pour la stabilité de ces pays et donc pour la zone euro. Et donc on a dit, on veut en même temps faire une politique monétaire accommodante comme l'ont fait les autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon. Donc la BCE doit faire ce qu'elle a à faire, lancer son programme d'assouplissement quantitatif. C'était sa dernière flèche. Elle avait essayé beaucoup de choses auparavant jusqu'à en arriver à cette décision. Donc on voulait faire ça d'un côté, mais d'un autre côté on se disait on tient à la survie de l'euro et donc pour tenir à l'euro, il faut rentrer dans les cadres des critères de Maastricht, il faut réduire les déficits budgétaires à 3% du PIB, il faut essayer de réduire... C'est pratiquement impossible. Hein, voilà, c'est pratiquement impossible. C'était dans la conjoncture à l'époque, c'était possible. Bon, Omar Fassal était en train de parler. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu avancer sur deux chantiers qui étaient malheureusement sur des routes divergentes et on n'a pas mené en coordination une relance fiscale avec une relance monétaire. C'était moins le cas aux États-Unis parce que les États-Unis n'ont commencé à couper leur déficit budgétaire sérieusement qu'en 2013. En 2013, il est passé de près de 8% à 4%. Donc c'est à partir de 2013, quand la croissance était là.
Donc la Fed était là et le déficit budgétaire n'a pas été coupé immédiatement. Alors qu'en Europe, c'est différent. On a commencé à faire l'assouplissement monétaire d'un côté, mais on n'a pas créé de la demande à travers une relance fiscale. Donc ça, c'est l'erreur, à mon avis, qui a été faite et qui a fait que cette relance qu'on voit aujourd'hui en Europe est aussi morose par rapport à celle qu'on voit aux États-Unis et en Angleterre. Ouais. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire, est-ce que vous comprenez les suspicions autour de la création de la Fed? Est-ce que c'est justifié? Et déjà dans l'appellation, la réserve fédérale, qu'est-ce que cette réserve ou qu'est-ce que cette banque centrale a de réserve et qu'est-ce qu'elle a de fédéral? Alors, juste un point pour rebondir sur ce que disait, c'est ça par rapport à la relance aux États-Unis et en Europe. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas les mains liées comme en Europe. En Europe, vous avez une Allemagne qui est très forte et qui est traumatisée par l'hyperinflation des années 20 et donc elle a une rigueur monétaire qu'elle impose à tous les pays de la zone euro. Donc on ne peut pas les voir facilement accepter des recettes keynésiennes. Du style on creuse les déficits budgétaires pour financer un programme de relance, d'autant plus qu'eux n'ont pas besoin de cela pour être vigoureux. Donc ils l'empêchent à tout le monde. Et surtout de petits pays comme la Grèce, comme un peu le Portugal et les pays de l'Europe du Sud qui ont besoin de ce genre de programme pour respirer un peu. Mais bon, en présence d'une Allemagne hyper puissante, c'est pas possible. Eux, ils ont une doctrine monétaire très orthodoxe et ils ne sont pas prêts à l'abandonner. Maintenant, pour revenir à votre question sur la création de la Fed. La création de la Fed. Et qu'est-ce qu'elle a d'une réserve fédérale finalement? Alors, juste un point très important. Il faut savoir que la Fed a réglé un problème. Qui était que avant sa création, toute banque pouvait émettre sa propre monnaie. Et à un certain moment, on est arrivé aux États-Unis avec 13 000 monnaies qui étaient en circulation. Donc la Fed a réuni et a unifié l'émission de la monnaie nationale. C'est vrai qu'autour de la Fed, il y a beaucoup de théories de complot. Que dans sa création, sa structure, son fonctionnement, tout en n'éliminant pas totalement ces théories, il y a une part de vérité quand même. Il y a une part de vérité, il y a une part d'exagération. Alors, dire qu'il y a la part de vérité, qu'il y a la part d'exagération, c'est un peu prétentieux. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que... Mais déjà sur la question, et puis après je vous laisse finir. C'est-à-dire aujourd'hui, cette banque, qu'est-ce qu'elle a de réserve et qu'est-ce qu'elle a de fédéral? Alors, ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi on l'appelle la réserve fédérale? En fait, la réserve fédérale, c'est un nom parce qu'il faut bien qu'on lui donne... Et c'est pas pour tromper finalement les Américains qu'on l'appelle la réserve fédérale? Pour tromper, je ne sais pas, mais en tout cas, elle fonctionne selon le modèle américain. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous avez 12 banques centrales régionales et qui sont... organisé au niveau fédéral par la Fédérale Réserve. Chapeauté par la Fédérale Réserve. Donc, il n'y a que ce volet-là qui est fédéral, mais le fonctionnement ne l'est pas. Alors, revenons un peu à l'histoire. Il faut savoir que les États-Unis est une puissance économique depuis sa création. Même si elle ne l'était pas, mais c'était dans ses gènes. La promotion du libre-échange, et elles avaient des visées de grandeur. D'ailleurs, Benjamin Franklin, qui est l'un des pères fondateurs des États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'incapacité des colons d'obtenir les pouvoirs d'émettre leur propre argent, à l'écart des mains de George III, qui était le roi d'Angleterre, va créer l'insurrection. Voilà, et fut la principale raison de la guerre d'indépendance. Donc c'est un pays qui est très jaloux des règles de libéralisme. La création de la banque de la Réserve fédérale, effectivement, on parlait d'une réunion secrète tenue 4 ans auparavant par les principaux banquiers pour mettre la main sur les ressources du pays. C'est faux ça, par exemple? Enfin, c'est faux, on n'a pas de documents historiques qui prouvent ça. On en parle, mais on n'a pas une documentation historique qui prouve ça, parce que c'est le genre de choses qui est très difficile à établir. Vous avez des témoignages, vous avez des gens qui en parlent, mais bon, nous, ce que nous avons, c'est 1913, la création de la Réserve fédérale. Maintenant, le fonctionnement même de la Réserve fédérale peut confirmer cette théorie. C'est que c'est une banque qui est tellement puissante, qui est tellement indépendante dans son fonctionnement, que vous avez par exemple un Alan Greenspan qui a passé démocrate et républicain confondus, et qui pendant tout son mandat a mené la politique monétaire qu'il a jugée lui utile, bon bien sûr avec le board, mais sans intervention du président des États-Unis. Et aujourd'hui, quand on voit les décisions des gouverneurs de la Banque centrale, elles se font loin de tout pouvoir exécutif. Même si ce pouvoir exécutif a la légitimité populaire.
Ce sont des pouvoirs qui sont élus démocratiquement. Mais dans le fonctionnement... Et en cela, par exemple, on reconnaît les États-Unis dont nous parlait Mohamed Khanchi, qui nous disait que c'est la plus grande démocratie au monde. Oui, écoutez, dès qu'on arrive au profit, d'ailleurs, les plus grandes dictatures, c'est les entreprises. Il n'y a pas de démocratie dans une entreprise. Et eux, bien sûr, toutes les règles du marché sont là pour protéger le capital, mais en aucun cas pour remettre en cause son fonctionnement. Ça, c'est une idée qu'il faut qu'on garde bien à l'esprit. On demande à l'État de ne pas intervenir dans les affaires économiques, mais par contre, on lui demande toujours d'aller faire des guerres, d'ouvrir des marchés. En 2008, on a bien demandé au gouvernement d'intervenir pour sauver les banques. Voilà, c'est ce que je dis. Mais quand ça marche bien, on ne leur demande pas d'intervenir. Par contre, quand ça ne marche pas, c'est ce que je dis. Donc le profit ne demande l'intervention de l'État que pour le sauver. Mais quand il fonctionne normalement, on demande à l'État de toujours rester à l'écart. C'est pas un peu gauchiste. Alors, Mohamed Khanchi, docteur en économie et professeur Non, sans étiquette. C'est une lecture. Encore rien entendre. Alors, Mohamed Khanchi. Mélenchon, là. Non, ça n'a rien à voir. C'est un avis. C'est un avis sans étiquette, sans étiquette politique. Moi, je ne suis ni de gauche ni de droite. D'accord, je suis un professeur, donc je suis ni de gauche ni de droite. Mohamed Khanchi, docteur en économie et professeur universitaire. Soyons pragmatiques. Déjà, chers amis, et excusez-moi, qu'un certain nombre de banquiers dans un pays en constitution, en structuration, se réunissent, que ce soit secret ou pas secret, dans le château, la villa de l'un d'entre eux, pour envisager l'harmonisation à l'échelle fédérale d'une monnaie centrale et la création d'une entité centrale, ce n'est pas en soi un complot. C'est toute chose égale par ailleurs, si je puis dire, ou analogiquement, c'est comme si un nombre de leaders d'un pays se retrouvent chez l'un d'autre pour réclamer l'indépendance nationale. Donc ils font un complot. Bon, ceci étant dit, pour moi c'est anecdotique. Je reviens encore une fois aux faits et aux actes. Donc je regarde à la fois historiquement et la situation actuelle. Faisal suit ça tous les jours, donc il peut me contredire. La Fed a toujours eu, et a encore de nos jours, ce qu'on appelle un policy, excusez-moi pour le vocabulaire technique, et je passe à l'explication après, ce qu'on appelle un policy mix optimal. Le policy mix, c'est le fait de manipuler à la fois le budget et la politique monétaire pour atteindre des objectifs donnés en termes de croissance et de création d'emplois. Aux États-Unis, ces deux instruments, grosso modo, bien sûr avec des ratés, parce que nous ne sommes pas dans la physique nucléaire, nous sommes dans le monde des humains. Donc il y a des choses qui ratent, des choses qui réussissent, et il y a des choses qui réagissent plus lentement, etc., etc. Mais pour ce qui concerne les États-Unis, le fait de détenir à la fois une politique monétaire et une politique budgétaire qui sont harmonisées, on appelle ça la policy mix optimale, est une chance extraordinaire pour la gestion de leur pays. A contrario, et là on voit ce qu'on pourrait dire la définition en creux du côté privé de la Fed, la BCE, elle n'a reçu comme mandat que de surveiller la stabilité des prix. Donc ni la croissance ni le taux de change. Monsieur Trichet et Monsieur Draghi disent la même chose, quoique le vocabulaire commence à changer et les actes également, que ça commence finalement à les concerner directement parce qu'ils ont vu les dégâts qu'ils ont produits avec ce type de discours. Et donc, à contrario, l'acte même, les actions mêmes de la BCE montrent en quoi la Fed a un rôle éminemment fédéral et dans l'intérêt des États-Unis et de l'économie américaine. Donc simplement juste une dernière chose, le gros raté pour la zone euro, c'est le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement central européen et donc une fiscalité et un budget européen pour utiliser, comme le fait la Fed, avec beaucoup de virtuosité, si je puis dire, la policy mix, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique budgétaire. Sachant que la politique monétaire, tous les économistes le reconnaissent, elle est
extrêmement délicate à utiliser. Mohamed Ranchi, docteur en économie et professeur universitaire à l'Université internationale de Rabat, est-ce que vous irez jusqu'à dire que finalement la Banque centrale américaine, la Fed, n'est pas une banque privée? Non, c'est pas du tout une banque privée, mais c'est une évidence pour vous. Encore une fois, que les banques fédérales... Excusez-moi, c'est-à-dire que l'État n'a pas une seule action dans cette banque, que n'a pas mis un seul dollar dans cette banque, et pour vous, ce n'est pas une banque privée. Regardez les bénéfices que touche l'État, le Trésor américain, par rapport à ce que touchent les actionnaires. C'est de 1 à 80. Donc, très bien. Si ça reflète une réalité, vous voyez très bien dans quel sens vont les flux. Omar, face à l'analyste financier des marchés internationaux, pour vous, vous êtes d'accord? C'est pas une banque privée? Non, ce n'est pas une banque privée. C'est une banque qui est gérée par les banquiers qui sont à l'intérieur. Donc les banques qui font partie, qui intègrent le système de réserve fédérale, financent en fonds propres au démarrage le fonctionnement de la réserve fédérale. Et une fois que la réserve fédérale, qui est bénéficiaire, puisqu'elle a ce pouvoir de création de la monnaie, lorsqu'elle est bénéficiaire, et est toujours bénéficiaire, plus de 95% est reversé dans le budget du ministère des Finances. Donc, les bénéfices vont à 94% exactement, si vous voulez être précis, vers le budget du ministère des Finances. Après, il reste 6% en fait qui sont distribués vers les banques qui font partie du système. Donc, c'est une banque, à mon avis, qui est là, bien sûr, évidemment, pour gérer la politique monétaire du pays. Après, pour être plus précis par rapport à cette émancipation, elle a été longue, elle n'a pas été simple. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont faites du jour au lendemain. On parlait au départ de cette émission du troisième objectif de la réserve fédérale, qui est celui de maîtriser les taux d'intérêt. C'est pas vrai. En fait, ça a été vrai pendant une période très précise de l'histoire. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale où la réserve fédérale s'était engagée dans un effort de guerre contre le totalitarisme, à garder des taux. Tous les prix d'ailleurs, tous les prix à l'époque étaient sous contrôle. Voilà, il s'était engagé à garder des taux d'intérêt bas pour aider le financement en fait de l'État. Mais une fois qu'on était sorti de ça, c'est-à-dire pendant les années 50, il a commencé à y avoir des tensions entre le président Truman à l'époque, qui était encore engagé dans la guerre de Corée, qui avait encore besoin de financement, et la réserve fédérale qui disait non, mais à cause de la guerre, en fait, à la fin de la guerre, il commençait à y avoir des taux d'inflation importants, et qui disait, moi, je dois d'abord augmenter mes taux d'intérêt pour limiter l'inflation. Et la Fed a gagné, elle a pris la main, et donc à cette époque-là, pendant les années 50, on a eu une augmentation des taux, on n'a pas eu une baisse des taux, et donc ils ont commencé à s'émanciper. Le modèle américain, puisque l'économie américaine s'est imposée partout dans le monde, donc on a retranscrit partout dans le monde ce concept-là d'autonomie des banques centrales. Il y a des pays qui sont encore un peu, peut-être encore moins avancés dans ce processus. La semaine dernière, il y avait des déclarations de la Banque centrale indienne, la Reserve Bank of India, disant que le Premier ministre allait lui accorder plus d'indépendance. Donc il y a des pays qui n'y sont pas encore. Mais donc ce processus-là s'est fait. Il a été renforcé, je pense, avec l'inflation qu'il y a eu pendant les années 70, après le choc avec le choc sur le baril du pétrole, et les inflations très importantes. Et lorsque les monétaristes sont venus avec leur théorie, ils ont dit, regardez, en fait, il faut que cette politique monétaire-là soit complètement indépendante pour garantir la stabilité des prix. Donc les Chicago Boys ont enfoncé le clou, on est parti encore plus loin dans cette indépendance qui est aujourd'hui effective. Après, est-ce qu'il y a des histoires comme ça sur la création? Bon, elles ont du vrai, c'est-à-dire que la Réserve fédérale a été créée au départ. JP Morgan, qui était une personne, le financier le plus important aux États-Unis, comme l'était M. Rockefeller ou M. Rothschild, était quelqu'un qui était intervenu personnellement pour soutenir l'économie américaine quand il y avait eu des crises financières très importantes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le crash de 1907. Donc il était intervenu personnellement avec les fonds de sa compagnie pour prêter aux banques qui étaient illiquides mais solvables. Illiquide mais solvable. On ne prête pas quelqu'un qui est insolvable. Donc il a prêté à ces banques-là. Il a encouragé en fait les grosses banques qui étaient saines à racheter les petites, donc à organiser des plans de rachat. Il a acheté des actions
pour soutenir les marchés boursiers. Après, on lui a reproché d'avoir saisi cette opportunité en fin de compte. L'avenir appartient aux optimistes. Warren Buffett s'est fait plaisir en 2009 en rachetant tout ce qui pouvait tomber sous sa main parce qu'il était confiant dans le potentiel de l'économie américaine sur les 20 prochaines années. Et pour lui, c'était une occasion d'acheter. Donc pour JP Morgan aussi, c'était une occasion d'acheter. Donc il y a ce personnage un peu, je dirais, très emblématique qui est là, et donc c'est lui qui a organisé en fin de compte plusieurs réunions, dont une réunion très importante qui a eu lieu sur une île privée, l'île de Jekyll. Voilà, exactement, qui appartient, à laquelle il a invité des sénateurs américains qui sont venus en cachette parce qu'on ne voulait pas savoir montrer à cette époque-là que les sénateurs avaient travaillé avec les banquiers pour mettre au point la première ébauche, en fait, parce que ça a changé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnalités privées qui ont été impliquées au départ? Je pense qu'il y en a toujours. Je veux dire, si demain, nous devions aujourd'hui dans notre pays résoudre un problème sur n'importe quel secteur, le secteur énergétique, sur n'importe l'agroalimentaire, quand on fait une table ronde, on invite les autorités, on invite les praticiens qui sont sur le métier, qui vivent ça. Donc le fait que des financiers soient là pour donner leur avis, pour dire ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est quand même normal au départ. Après, il faut toujours rappeler, et c'est ce point-là, je pense, qui est toujours oublié, que la majorité des réserves, enfin la totalité en fait du profit repart vers le ministre, vers le budget. Nabil Adel, vous êtes d'accord avec ces théories-là? Parce que finalement, on est en train de nous dire que la Fed n'est pas une banque privée. Non, en fait, non. Il faut distinguer deux choses. Elle a un fonctionnement public et privé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une entité publique? Soit elle reçoit des fonds du public, ce n'est pas le cas de la Fed, elle ne reçoit aucun centime du gouvernement fédéral, soit que le gouvernement détient des actions. Ce qui n'est pas le cas aussi. Ce n'est pas le cas. Puisque la Fed appartient aux banques régionales. Les 12 banques. Les 12 banques. Et les 12 banques, qui c'est qui les compose? C'est les banques commerciales. C'est les banques commerciales les banques commerciales fédérales, c'est-à-dire une banque qui exerce dans plus d'un État. C'est elle qui siège dans ces banques fédérales régionales. Et l'agrégation fait le système de la banque fédérale au niveau central. Les banques régionales, elles-mêmes, sont détenues par des banques commerciales. Donc, je ne vois pas où est l'État ici. L'État intervient au niveau de la supervision par le Congrès, et au niveau de la nomination par le président des États-Unis, du président et du vice-président. Alors, il est où le jeu? C'est que le président ou le président de la Fed doit être un membre des 12 banques régionales. Donc, il ne peut pas le nommer à l'extérieur de cette congrégation. Donc, alors, par rapport à la rémunération, en fait, ce n'est pas 94% des recettes qui vont au budget. Non, il y a un rendement de 6% qui est donné aux banques à la Fed, et le reste va au budget. Donc, c'est très différent. Sur ce qu'ils ont investi, il faut qu'ils récupèrent 6%, et c'est le reste qui est reversé au budget de l'État. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il n'y a pas d'excédent, le budget de l'État ne reçoit rien. Il faut d'abord me servir mes 6% qui sont extrêmement généreux. 6% par an, c'est extrêmement généreux, avant de servir au budget de l'État. Donc, c'est-à-dire, en même temps, ces 6% proviennent de monnaie qu'on a créée. De l'activité de la Banque centrale. De la Banque centrale sur laquelle elle a généré de l'intérêt. Voilà. Alors, pas du tout ça. Donc, on va finir sur. Ce n'est pas du tout ça. Très bien. Alors, s'il vous plaît. Non, Nabil Adel, juste après, je reviens vers vous, Mohamed Ranchi. Oui. Alors, juste, moi, je ne suis pas dans une vision ni socialiste, ni gauchiste, ni quoi que ce soit. Moi, je vois les faits, je vois comment c'est organisé, comment c'est structuré, et je vois de quelle manière les banques ont été sauvées. Et quand elles ont reçu l'argent, la première des choses qu'elles ont faites, c'est distribuer les bonus aux dirigeants. Même si M. Barack Obama était devenu rouge de colère, mais bon, ça n'a rien changé. Il avait invité les banquiers. Voilà, et malgré ça, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, c'est-à-dire que, franchement, est-ce que ça ne montre pas finalement que le président américain est complètement impuissant par rapport au système bancaire américain? Je vois des faits, et je les analyse. La couleur politique n'intervient pas ici. Et alors, donc, pour la réponse claire et nette, Nabil Adel, pour vous, c'est une banque privée ou pas? Non, en fait, non. C'est une banque dont la composante est privée, mais qui est quand même chapeautée. Enfin, il y a une, comment dire, il y a un contrôle
du Sénat et une nomination par le président des États-Unis, du président de la Fed et du vice-président. Donc c'est pas une entité complètement privée où ce sont les actionnaires qui nomment leurs dirigeants. Donc c'est quoi son statut? C'est un statut qui est un peu mixte, qui est un peu hybride. Très bien, Mohamed Khanchi, docteur en économie et professeur d'université à l'université internationale de Rabat. Vous n'étiez pas d'accord? On va reprendre le métier à tisser à la base. Donc à la base, nous avons 12 banques régionales. Ce sont ça les vraies banques centrales. Comme si dans le système de la BCE, la Banque de France, la Banque d'Italie, la Banque, la Deutsche Bank, la BUBA, etc., etc. Donc ici, nous avons 12 banques aux États-Unis. Ces 12 banques, donc c'est des banques de réserve fédérale, elles sont composées de 3 collèges. D'accord? C'est ce collège qui est un peu le conseil d'administration de chaque banque centrale régionale, et le collège A, ce sont les banques régionales, donc les banques qui ne sont pas nationales, c'est des banques de dépôt qui exercent uniquement au niveau de l'État. On prend le Texas, donc des banques qui exercent uniquement au niveau du Texas. Le collège B qui est composé des banques qui sont nationales, c'est-à-dire qui exercent au niveau de l'ensemble des États-Unis, et le troisième tiers, c'est-à-dire le collège C, qui est constitué des personnalités nommées par le Board of Governors, donc le bureau des gouverneurs de la Fed. Donc on voit bien là qu'il y a quand même un contrôle sur chacune des 12. Il y a une petite exception pour celle de New York parce que elle a des spécificités institutionnelles au sein du système monétaire Est-ce que ça vous américain. permet de dire que c'est pas Je termine. Donc l'échelle, la hiérarchie du pouvoir, c'est le pouvoir qui va déterminer la politique ici, et non pas le fait que 6% du capital de chaque société, de chaque banque, soit normalement destiné en actions à la banque fédérale régionale, ce qui d'ailleurs s'interprète plus comme une obligation, ou dans le droit français ce qu'on appellerait des actions sans vote, qu'autre chose. Il ne participe pas et il ne participe pas au vote. Mais ça c'est un modèle sain. Un détail. C'est un modèle sain. C'est un modèle sain, ouais. À mon avis très sain, parce que il n'est ni complètement privé, c'est-à-dire où les acteurs qui ont intérêt, bien entendu, à augmenter leurs bénéfices le font librement. Là, il y a le système est verrouillé, à la fois au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de chaque État, au niveau des 12, et au niveau de l'ensemble des États-Unis. Donc l'étage supérieur, les gens, ils sont 12. Dans les 12, 7 sont nommés par le président, 3 émanent de ces banques, de ces banques fédérales, et le gouverneur de la banque centrale de New York, lui, siège de droit. D'accord? Donc le système est quand même largement verrouillé d'un point de vue politique. Ouais. Non, mais on parle privé ou public. C'est-à-dire les banques, les 12 banques régionales, par qui elles sont détenues? Par les banques commerciales. Par les banques commerciales. Normalement. C'est tout. Ouais. Donc, qui contrôle politiquement ces banques? Il y a 3 collèges, encore une fois, comme je l'ai dit. On a bien compris. On vient pas dessus. Juste après, Omar Fassan, Nabil Adel. Qu'est-ce que je dis, moi? La structure de propriété, elle est privée. Oui, bien sûr. Voilà. Nous sommes dans un état libéral, c'est d'abord non, mais c'est un système qui est unique au monde, quand même. C'est un système qui est unique au monde. Tous les systèmes ont leur spécificité. Maintenant, ce sont 12 banques régionales privées qui sont détenues par les entités privées qui forment la Fed. Donc, à ce titre-là, c'est une entité qui est privée, mais où un pouvoir politique exerce. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que c'est une institution qui émet la monnaie nationale. C'est tout. Mais sinon, il faut voir un petit peu qu'est-ce que ça aurait été le cas, mais aujourd'hui, le président des États-Unis n'intervient pas dans la décision de la Banque centrale américaine et ne peut pas limoger le président pour des opinions, pour ses opinions. Politiques. Ouais. Voilà, on peut limoger s'il y a une faute grave, s'il y a un acte criminel, si. Mais dans le cadre de ses fonctions, une fois qu'il est nommé, il peut pas être révoqué. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire des États-Unis, on n'a jamais révoqué un président de la Fed. Un président de la Fed. Ouais. Omar Fassan, analyste financier des marchés internationaux, vous êtes d'accord plutôt avec ce qui a été dit finalement? C'est malgré tout une institution qui n'est pas vraiment privée, qui n'est pas vraiment publique. C'est un statut un peu hybride.
Pour moi, je me pose pas tant de questions que ça sur ce sujet. Je pense que à partir du moment où 94% des bénéfices sont reversés à l'État, c'est une institution publique en fait. Et c'est normal que par exemple l'État américain se dessaisisse. Est-ce que c'est normal que l'État américain se dessaisisse de cette prérogative finalement régalienne d'imprimer sa propre monnaie? Est-ce que c'est quelque chose de compréhensible? Alors ça c'est un débat peut-être qu'on aurait dû faire il y a 25 ans ou 35 ans, mais donc ça c'est ce qui s'est imposé partout dans le monde, c'est-à-dire que les banques centrales se sont émancipées comme j'ai expliqué parce que à la fin des années 50 donc il y a eu cette lutte de pouvoir et par la suite surtout pendant les années par exemple nous au Maroc quand on voit Bank el-Maghreb, c'est Bank el-Maghreb qui imprime la monnaie. C'est un peu difficile pour nous de comprendre que dans un pays lointain, les États-Unis, il y a une banque qui est détenue par des privés mais qui a eu privé public et en même temps elle imprime sa monnaie. Je ne vois pas ce qu'il y a de si embêtant que ça dedans. C'est-à-dire que pour chaque dollar imprimé, l'État américain paye entre guillemets le dollar plus quelque chose. En gros. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il faut voir c'est que les banques commerciales quand elles intègrent le système de la réserve fédérale, elles apportent des fonds propres. Donc quand elles financent des fonds propres, elles détiennent des actions. Donc quand vous avez des actions, si je détiens aujourd'hui des actions à la bourse de Casablanca, je vais être rémunéré sur mes actions. Donc elles apportent des actions. Cet argent-là permet de financer la réserve fédérale puisque, comme l'a dit Adil tout à l'heure, son fonctionnement est indépendant, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas du budget de l'État, donc elle les finance avec ses fonds propres, avec en fait les intérêts qu'elle gagne sur la monnaie qu'elle émet. C'est avec ça qu'elle se finance. Donc ces banques commerciales-là apportent du financement en fonds propres pour intégrer le système. Elles sont rémunérées sur leurs actions à hauteur de 6% du bénéfice total. 94% du bénéfice va vers la main de l'État. Il n'y a pas une petite banque commerciale au fond du Missouri. 6%, c'est quand même quelques milliards. Je veux dire, c'est pas rien. Oui, mais il faut rapporter ça aux milliards qu'elles ont investis. Vous ne pouvez pas juste prendre le chiffre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut rapporter ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on investit. Et donc, quand on est dans ce système-là, je veux dire, elles investissent, elles reprennent. Donc après, il y a 94% des bénéfices qui vont, comme je disais, vers le budget de l'État. Il n'y a pas une banque au fin fond du Missouri qui va décider de quelle sera la politique monétaire de demain parce que ça l'arrange. Il y a un conseil des gouverneurs qui est indépendant, qui est élu parmi le plus grand prestige de n'importe quel économiste, c'est d'intégrer le siège de la Banque centrale, et encore plus dans ce pays-là, c'est vraiment les élites des économistes américains qui vont là-bas, et donc ils ne sont pas sujets à influence par une petite banque du Missouri. Donc pour moi, c'est une institution qui est originale de par sa structure. Elle est encore plus originale parce qu'on en a pas, parce qu'elle est aussi décentralisée sur plusieurs pays. Donc ça a été fait historiquement pour ne pas avoir un pouvoir centralisé trop fort. C'est ça qui avait embêté qui avait empêché la création d'une banque centrale au début du 19e siècle, parce que les colons qui s'étaient libérés de l'emprise britannique ne voulaient pas avoir face à eux une institution financière installée à New York ou Washington qui devienne trop importante. Donc, elle a plusieurs spécificités, mais pour moi, c'est une institution publique et je veux dire, ça n'est pas, à mon sens, l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, on est dans une période historique où on a mené des politiques monétaires d'assouplissement inédites. Et comment on fait pour en sortir? Quelles en seront les conséquences? Après, pour moi, ça reste une institution publique. Ouais. Avant la création de la Fed, la dette publique, Nabil Adel, la dette publique américaine était presque inexistante, même avec les énormes coûts de la guerre de sécession. Grâce notamment aux formidables capacités des États-Unis, son système en tout cas de développement productif. Inversement, depuis la création de la Fed, la dette, tant publique que privée, n'a cessé d'enfler. C'est bien peut-être la démonstration qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. En fait, juste pour répondre à votre question, est-ce que c'est normal qu'un pays confie sa monnaie à une entité privée? Non, c'est pas du tout normal. Bon, maintenant on peut habiller ça par les théories économiques qu'on veut. Ce n'est pas normal. La monnaie, c'est un bien qui appartient à tout le monde. C'est une fonction régalienne à la base. C'est une fonction régalienne. Pourquoi on va laisser quelques banques décider, même si on va habiller ça par la structure démocratique de son élection, mais on est toujours à l'intérieur du même collège. Il n'y a pas une raison pour qu'une partie de la nation s'accapare un bien public qui est la monnaie de tous. Et qu'est-ce qu'on va en faire après? Je suis sûr, et ayant fait quelques études d'économie, qu'en général, on ne va pas orienter cette arme contre ses propres intérêts, nous qui détenons le pouvoir et que nous pouvons exercer. Il faut savoir que, pour revenir à la réflexion de M. Khenchi sur la réunion des patrons qui ont créé la Banque centrale,
selon les règles de la concurrence. Si on les avait surpris, c'est de la prison. Et dans les règles du droit de la concurrence, il est interdit de s'entendre. Une réunion comme ça, ils doivent tous se retrouver menottés en prison. Bon. Maintenant, il y a d'autres accommodations. L'autre élément sur l'évolution de la dette. Ouais, sur l'évolution de la dette publique et privée, d'ailleurs. privée. Avant la Fed, il n'y avait pas de dette pratiquement. Après la Fed, la dette a explosé. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est quelque chose de normal? Est-ce que ça ne montre pas finalement que le système est un petit peu... qui marche pas tellement bien? Non, en fait, c'est très simple. La dette permet de rémunérer un excédent d'épargne. C'est clair, quand on a un peu d'épargne et puis qu'on a des États qui sont solvables, on aimerait bien leur prêter parce que d'un côté, on est sûr de récupérer son argent et de deux, avec une rémunération intéressante. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien direct entre la création de la Fed et l'explosion de l'endettement? Vous ne faites pas la corrélation? Non, on ne peut pas la faire. Maintenant, il y a des faits historiques qui permettent de voir à quel moment l'endettement s'est creusé et qui en a profité. Ok. Alors, si on revient juste à l'histoire immédiate, Bill Clinton a donné à George Bush un budget équilibré ou plutôt un peu excédentaire. 8 ans de mandat, le déficit a atteint des sommets jamais connus jusque-là. Alors, il y a plusieurs facteurs. Le plus important, c'est la guerre. La guerre contre le terrorisme, la guerre en Irak, et puis le ralentissement de l'économie américaine dû à un certain nombre de décisions, dont la réduction des taxes aux plus riches qui a été menée par l'administration Bush, la privatisation de la sécurité sociale, et ainsi de suite. Et le virage monétariste qu'a pris l'administration Bush. À la sortie de Clinton, on a un budget en excédent. À la sortie de Bush, on a un budget qui est largement déficitaire. Et naturellement, quand on a un budget, il faut des prêteurs, et ces prêteurs tirent de l'argent. Donc, qui a intérêt à ce qu'il y ait une guerre? Voilà. Écoutez, je pose la question, mais je pense qu'on n'a pas besoin de réponse évidente. Il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce qu'une guerre soit enclenchée, parce qu'ils la financent, parce qu'ils financent la reconstruction, parce qu'il là, on n'est pas dans la théorie du complot. Là, on est dans la rationalité la plus absolue. Qu'est-ce que je fais? Je constate deux situations. Clinton a donné un budget en équilibre à Bush. Bush a fait 8 ans de guerre. Il a pris en 2001. En 2001, il a lancé la première guerre contre le terrorisme. À la sortie, c'est une économie qui est presque à genoux. Et il y a eu 2 ou 3 guerres au milieu. Mohamed Ranchi, docteur en économie et professeur à l'Université internationale de Rabat. C'est la théorie du complot, là? Je ne m'inscrirai pas du tout dans ce type de registre, loin de moi. Simplement, pour répondre à 3 de vos questions qui sont un peu implicites derrière tout ce qui a été dit, la dette n'est pas vicieuse ou vertueuse en elle-même. Depuis les théories de John Maynard Keynes, on sait qu'on peut avoir des dettes vertueuses qui peuvent enclencher de la croissance et de la création d'emplois. Donc, en soi, ce n'est pas un argument inenvolé de la dette. Ce qui est fondamental, c'est la capacité des remboursements de cette même dette, notamment en dynamique. C'est-à-dire la manière dont on va utiliser cet endettement pour générer des activités, enclencher de la croissance et rembourser progressivement les dettes contractées pour dénouer les créances et les dettes. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui émane de cela, que ce soit régalien, c'est une bonne chose, et en tant que citoyen, j'y adhère bien entendu. Simplement, en termes de perspective historique et de croissance, pour ne pas utiliser des termes compliqués, on appelle ça des modèles de régulation des économies. La croissance avant était obtenue par de l'épargne. Donc on a une épargne X à la papa, maintenant, donc je la refile tout de suite à quelqu'un qui veut l'investir, et ainsi il y a un financement. Nous sommes sortis de cette mécanique de financement qui, somme toute, était tranquillisante, en sens où, mis à part quelques faillites,
les mécanismes en jeu étaient relativement simples et faciles à dénouer. Nous sommes rentrés dans une économie à partir de ce qu'on appelle la dérégulation des années 80, dans une économie d'endettement. Et donc, on appelle ça la titrisation et la marchisation, pour parler les termes que Fassal a évité de prononcer, même si c'est sa spécialité. Donc, de par là même, la monnaie est devenue une création privée. Donc elle échappe au moment de sa création et dans son fonctionnement au contrôle politique comme préalablement on voulait ce modèle. Mais il en demeure pas moins que ce système, en dernière instance, en dernier ressort comme on dit, il est verrouillé ou il est contrôlé par les pouvoirs politiques d'une manière ou d'une autre, même au niveau de la BCE, c'est le cas. Dernière chose, et sur le lien entre la dette, justement, et la dette. Il y a de la dette vertueuse, oui. Je maintiens qu'il y a de la dette vertueuse. Non, mais justement, sur la création de la Fed et l'augmentation de la dette américaine, publique ou privée, pour vous, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation? Non, c'est simplement des conjonctures historiques spécifiques, de la même manière que dire que le démocrate Clinton est vertueux parce qu'il a laissé un budget équilibré et que l'inverse, normalement, un conservateur, selon les préceptes de Milton Friedman et de l'école de Chicago, doit nous laisser un budget à l'équilibre, voire excédentaire. Tout cela est affaire de conjoncture, donc ce n'est ni le miracle des actions des uns ou des autres qui font que le budget finalement, ou du moins le solde budgétaire in fine, c'est un résidu à l'issue d'un cycle économique. Cela mis à part, l'aspect qui nous aurait importé ici, c'est d'interroger en quoi cette indépendance est nécessaire, notamment dans des pays qui connaissent périodiquement des élections. C'est nécessaire en ce sens qu'on a voulu rendre les banques centrales indépendantes pour dépolitiser la monnaie. Ça veut dire on sait qu'une politique monétaire agit à horizon de un an et demi. Donc avant, on appelle ça faire joindre ou faire converger le cycle politique et le cycle économique. Donc à horizon de 12 mois ou 14-15 mois, j'injecte massivement de la monnaie et je crée de l'euphorie quelques mois avant les élections. Et donc normalement les électeurs vont m'accorder une gestion saine et vertueuse et vont me réélire. La principale préoccupation était celle-là. Et certains allaient même jusqu'à, notamment les gens de l'école de Chicago, jusqu'à vouloir inscrire cette indépendance dans les constitutions nationales. Et même l'objectif d'inflation, que ce soit inscrit en tant qu'article de la Constitution. Mais ça n'a pas été fait. Omar Fassal, analyste financier des marchés internationaux, vous voulez réagir peut-être? Sur la dette... Sur la dette justement et sur cette augmentation de la dette depuis la création de la Fed, et sur cette corrélation, possible ou pas possible? C'est des conjonctures historiques qui ont fait que? Je pense que c'est une conjoncture parce que les États-Unis sont devenus indépendants en 1776, ils ont émis des Continental, c'était des certificats de dette qui seraient backés par les revenus futurs du gouvernement, et ces certificats n'ont jamais été remboursés, ils sont devenus complètement inutiles. C'est-à-dire que à cette étape-là, l'État américain a été, à la fin du XVIIIe siècle, il était arrivé à un niveau où il était le plus endetté de toute son histoire, si vous le comparez par rapport aux revenus très maigres fiscaux qu'il avait à ce moment-là. Il n'avait pas encore établi de taxation fiscale, ce qu'Alexander Hamilton voulait faire, mais il n'y avait pas encore de taxation fiscale généralisée sur tout le pays. Donc, ce qui fait qu'il n'avait pas beaucoup de revenus, qu'il avait beaucoup de mal à subvenir à ses besoins. Sur la problématique de la dette, je pense que la dette ne doit être conçue comme un levier. C'est un problème quand vous commencez à être trop endetté, mais quand vous n'êtes pas trop endetté, ça peut être un levier qui permet à une start-up de se lancer, qui permet à un ménage d'acquérir un logement grâce à ses revenus futurs. Je pense que ça peut être très sain. Je pense que le problème qu'il y a eu, par exemple, dans la crise des subprimes, c'est qu'il y a eu un creusement des inégalités sociales qui a fait qu'on n'était plus capable d'épargner et qu'on avait trop recours
à l'endettement. Donc l'endettement, si vous voulez, c'est un médicament qu'il faut prendre à bonne dose. C'est-à-dire que les banques, à l'époque, en 2008, par exemple, enfin, c'est encore d'actualité, vous me direz, enfin, prêtaient de l'argent qu'elles n'avaient pas aussi. C'est-à-dire grâce au système de réserve fractionnelle. C'est-à-dire que les banques ont un petit peu trop prêté aussi. Les banques, elles ont surtout baissé les répercuté elles ont répercuté le taux d'intérêt. Le coût de financement plus bas. Voilà. Elles ont utilisé un coût de financement plus bas, mais et justement, j'aimerais aborder ça parce que la politique monétaire, ce n'est pas tout. Et je pense que c'est aussi une des conclusions qu'on va réécrire dans les années qui viennent, c'est qu'une politique monétaire ne décide pas de tout. On demande des fois trop à la politique monétaire. Une politique monétaire, la pensée intime de Greenspan, c'est qu'il n'était pas capable de gérer les bulles d'actifs financiers. C'est-à-dire qu'il regardait des bulles, il regardait les marchés actions pendant la période d'euphorie d'Internet augmenter, et il savait que c'était de l'exubérance irrationnelle, mais il n'y pouvait rien. Il savait que ça allait se cracher et qu'il allait devoir intervenir rapidement pour le freiner. Donc, sa politique monétaire qu'a Greenspan entre les mains, ce n'est pas tout. À côté de la politique monétaire, il y a la régulation aussi. Des fois, c'est plus sain et c'est plus approprié d'aller recourir à la régulation plutôt qu'à la politique monétaire. Donc, on parlait de la crise des subprimes. Il n'y a pas que les taux d'intérêt qui étaient bas. Il y a un problème de régulation qui est quasiment absent. C'est-à-dire que des courtiers allaient faire souscrire des ménages pauvres qui n'avaient aucune chance de payer. Qui n'avaient aucune chance de payer, avec des crédits, avec des taux variables, en leur faisant croire que les taux étaient fixes, puisque les taux étaient bas. Des crédits qui ne pourraient pas rembourser. On leur disait, vous inquiétez pas, quand cette échéance arrivera, vous allez vendre votre maison et la récupérer. Comme le prix de l'immobilier aura augmenté, vous aurez fait une plus-value, sauf que le prix de l'immobilier a commencé à baisser. Donc ça, c'est de la régulation, ça, c'est pas de la politique monétaire. Quand les marchés... Quand les banques... Sur cette question, excusez-moi Amar Fassal, mais justement sur cette question, quand moi, par exemple, citoyen américain, j'achète une maison à $100, par exemple, je dis n'importe quoi, que 5 ans après, on me dit, écoutez, elle vaut 80. Qui a pris les 20 ? À $100, j'ai bien envie d'acheter une maison. Non, mais bon, c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. On en achètera. Voilà, à $100 000, j'ai acheté une maison à $100 000, et puis 5 ans après, on me dit qu'elle vaut $80 000. Qui a volé les 20 ? Parce que c'est une question, hein, c'est qui a pris les 20 ? 20 000. Non, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a pris les 20. Oui, il y a quelqu'un qui a pris les 20. C'est celui qui vous les a vendus à 100, alors que ça vaut 80, c'est tout. Donc c'est la banque. C'est la banque ou le promoteur immobilier. Ou le promoteur immobilier. Mais l'argent est bien parti quelque part. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Omar et Khenchi sur le fonctionnement presque parfait de la Fed. Alors, si on prend la faillite de 2008, et comment dire, le dérapage des banques, c'est la responsabilité de qui ? C'est pas la responsabilité de la Fed. Quand M. Fassal parle de supervision, qui doit assurer la supervision des banques ? C'est pas M. Greenspan ? Est-ce que vous savez que M. Greenspan, après avoir quitté, il est parti conseiller le fonds de Paulson, c'est un ancien de la Goldman Sachs. Et puis, le ministre de George Bush. Oui. Et qu'est-ce qu'a fait ce monsieur Paulson ? Voyant le vent tourner, il a vendu les actifs toxiques aux banques. Ça, c'était en 2007, avant l'éclatement en 2008. Mais il était conseillé par monsieur Greenspan. Donc, quand on vient me dire que c'est un système qui fonctionne à merveille, s'il fonctionnait à merveille, on n'aurait pas l'une des plus graves crises bancaires en 2008. Et pendant toutes les années 2000, on voyait se développer ces produits toxiques. Et M. Greenspan le savait. Il a toujours refusé de mettre son nez dedans. Qu'est-ce qu'il leur disait ? Écoutez, vous ne comprenez rien à la modélisation financière et au calcul stochastique. On ne peut pas se tromper sur ces produits. Le degré de sophistication du calcul des risques, pour lui, était presque infaillible. Et juste avant... On parle bien des produits qui étaient notés à triple A. Bien sûr, par les agences de notation. On parlait bien de cela. Et juste après, il est parti... En quittant la Fed, il est parti conseiller plusieurs fonds d'investissement, dont celui de M. Paulson, qui s'est retrouvé plus tard, comme par hasard, secrétaire d'État, enfin il y était, mais bon, secrétaire d'État de Bush. Alors, je ne voudrais pas verser dans la théorie du complot, moi aussi je n'y crois pas, mais bon, il y a quand même un faisceau d'indicateurs concomitants et qu'il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas les voir. Omar Fassal, oui. Pour être plus précis sur ce que je viens de dire, je viens de parler pas de la partie régulation, mais de la partie politique monétaire, c'est-à-dire on fixe le taux d'intérêt. Et il y a Mais la supervision, c'est la banque centrale. C'est la banque centrale. Mais il faut séparer la régulation de la politique monétaire, c'est-à-dire mais les deux sont faits par la banque centrale. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc il faut séparer la régulation
je pense. On aurait dû avoir des critères de régulation plus importants, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tromper des ménages de la sorte, on n'a pas le droit de titriser tout ce qu'on veut. On n'a pas le droit de tromper les ménages, on n'a pas aussi le droit peut-être de les faire payer pour les banques, justement. C'est fait indirectement avec le déficit budgétaire. Mais donc on n'a pas le droit de mettre en sorte des produits structurés en mettant plusieurs tranches et puis en donnant une notation à tout ce produit avec celui de la notation de la tranche supérieure. Donc ça c'est de la régulation. La politique monétaire, c'est-à-dire est-ce que j'augmente mes taux d'intérêt, est-ce que je fais des achats de titres financiers, des assouplissements quantitatifs et les taux de réserve obligatoires, la politique monétaire ne peut pas tout. Et il y a un exemple qui a été fait très brillamment il n'y a pas longtemps, qui est passé inaperçu parce que malheureusement quand les banques centrales se trompent, on en parle beaucoup, mais quand elles font des bonnes choses, on n'en parle pas. La Banque d'Angleterre a fait quelque chose l'année dernière. En 2014, il commençait à y avoir des prix de l'immobilier trop importants en Angleterre. Et donc, au lieu d'augmenter directement son taux directeur et d'utiliser en fait sa politique monétaire, elle a favorisé la régulation. C'est-à-dire, elle a mis des contraintes de fonds propres qui étaient plus importantes, avec des taux de financement par emprunt de ces biens-là immobiliers. On a fait baisser ces taux-là, c'est-à-dire qu'il faut plus mettre de fonds propres pour baisser la spéculation sur ça, mais n'a pas augmenté son taux directeur d'une façon générale. Donc il faut bien séparer la régulation et la politique monétaire qui est la gestion des taux d'intérêt. Mohamed Ranchi, docteur en économie et professeur à l'Université internationale de Rabat. Donc juste ça touche à sa fin visiblement. Donc pour être un peu positif et pour avancer des choses, donc, les politiques monétaires sont vraiment inefficaces. On ne sait pas trop faire avec. Donc ceci nous emmène vers trois choses. La première chose, c'est une régulation coordonnée au niveau mondial, notamment à travers ce qu'on appelle les BAL 1, BAL 2, BAL 3. Maintenant, la deuxième chose, c'est essayer de partout, donc là aussi par la coordination, d'enlever ce qu'on appelle, je vais essayer de le dire et d'expliquer, ce qu'on appelle le payeur en dernier ressort, parce que ça induit un comportement opportuniste de la part des banques. Alors, c'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est que comme les banques sont sûres d'être refinancées, notamment par le budget de l'État, donc le risque n'est plus une variable importante pour elles. Donc c'est pour ça qu'elles accordent des crédits à tout va, notamment dans le cas de l'immobilier américain, au travers des deux sociétés hypothécaires en cause. Donc ce payeur en dernier ressort, il faudrait quelque part soit l'enlever, ce qui est à mon avis quasi très difficile, du moins réduire le parachute qu'il peut offrir. Et la dernière chose pour démystifier un peu cette Fed, mais ça c'est peut-être un peu une utopie, c'est de créer des zones monétaires alternatives par rapport à la dollarisation du monde. La BCE traverse une conjoncture très difficile et la zone euro avec elle, donc l'espoir à ce niveau-là un horizon raisonnable réduit, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des expériences dans d'autres sphères géographiques, je pense notamment à l'Asie, et des fonds monétaires régionaux qui puissent, désolé pour le vocabulaire, swapper les dettes entre les pays à capacité de financement et les pays ont besoin de financement. Voilà. Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire pour le MODAFA, quelle réforme possible pour la Fed? Pour la Fed et pour le système monétaire international. Écoutez, aujourd'hui, le problème est posé et je pense que seul le citoyen américain peut... C'est-à-dire que c'est une question, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans les débats politiques américains lors des élections présidentielles. Personne ne soulève la question. Mais qui finance ces élections? On comprendra pourquoi ça n'est jamais soulevé. Mais en tout cas, aujourd'hui, le système ne fonctionne pas d'une manière optimale. Il y a toujours des défaillances et on l'a vu dans l'éclatement des bulles de 2008. Mais c'est un système qui a la fabuleuse capacité de s'autoréguler assez rapidement. La crise a éclaté en 2008. Les États-Unis sont presque sortis de la crise il y a un an ou deux. L'Europe, toujours pas. C'est que l'économie américaine est tellement dynamique, elle a d'autres ressorts, l'innovation, le marché du travail qui est assez flexible et sa capacité à drainer des capitaux étrangers qui fait qu'elle peut fonctionner même avec l'état actuel des choses. Maintenant, parler de réforme de la Réserve fédérale, ça me semble comme assez utopique pour le moment.
Très bien, merci à nos invités, merci à Nabil Adel, économiste, chroniqueur et professeur universitaire, merci à Omar Fassal, analyste financier des marchés internationaux, et merci à Mohamed Khanchi, professeur à l'Université internationale de Rabat. Merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.